Bonjour à tous et bienvenue au Loisir culturel Le Balado, une présentation du réseau des unités régionales de loisirs et sports du Québec. Mon nom est Frédéric Ross et j'animerai la discussion d'aujourd'hui qui portera sur le loisir culturel dans les écoles. Avec moi aujourd'hui, nous avons Jocelyn Garneau, président de la Coalition de recherche sur l'improvisation, Naila Allaire, étudiante et gagnante de secondaire en spectacle 2021, Kevin Girard, écrivain jeunesse, directeur du théâtre du Mortier, qui œuvre en milieu scolaire au Saguenay, et Chantal Mélençon, responsable du dossier culturel au Centre de services scolaires de l'énergie en Mauricie. Les institutions scolaires sont des endroits de choix pour la création et le développement de notre belle jeunesse. Du primaire à l'université, le rôle du loisir peut varier selon les tendances, les intérêts et les ressources disponibles. Qu'en est-il du loisir culturel? Quelle est la place du loisir culturel au sein des écoles? Voici la réponse de mes invités. La place du loisir culturel dans le scolaire, il est vraiment présent grâce à plusieurs éléments. Il y a premièrement le programme de formation de l'École québécoise qui nous permet d'avoir nos repères culturels. Il y a aussi des référentiels pour la compétence professionnelle chez les enseignants. Tout ce qui est à la base aussi du plan d'action numérique, du cadre de référence numérique. Et bien entendu, il y a plusieurs programmes qui permettent justement la venue d'artistes à l'intérieur des murs de l'école et aussi de faire sortir en autobus toute cette petite bande d'enfants. Mais juste une chose aussi qui est intéressante à savoir, c'est qu'à la base, les enseignants ont vraiment un grand rôle à jouer dans les repères culturels en étant des passeurs et des médiateurs culturels. Absolument, merci Chantal. Toi, Kevin? Moi, je peux parler, par exemple, pour les cégeps et les écoles secondaires. Le loisir culturel est très organisé, je pense, pour ces deux institutions-là. Au cégep, il y a le RIASC, qui est le réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec, qui organise, par exemple, cégep en spectacle, tous les intercollégiaux en danse, en théâtre, en cinéma. Donc, je pense qu'il y a une volonté de faire participer les étudiants entre eux, de créer une chimie. Puis je pense que le loisir culturel est une façon aussi de créer des communautés au sein des institutions scolaires. Jocelyn, toi, de ton côté, la place du loisir dans les écoles? Je veux rebondir sur quelque chose que Chantal a dit, parce que si on y va dans l'optique, c'est quoi la place du loisir culturel dans une école ou dans chaque école? Mais ça va être différent d'un endroit à l'autre. Puis ça, je pense que c'est important de mettre l'accent là-dessus. Puis ce que disait Chantal, c'est que ça va beaucoup dépendre des intervenants, de l'école, puis la place qu'ils accordent à la culture dans leur vie, à quel point ils sont passionnés de certaines disciplines, certains arts par rapport à d'autres. Je pense que ça repose vraiment sur des champions dans chaque école de développer la pratique d'une activité. Je parle davantage des activités artistiques, mais tout ce qui est... moi, c'est ça que je connais plus, art de la scène, art visuel. Ça se pratique énormément en parascolaire, mais ça va être présent dans une école quand il y a quelqu'un dans le personnel qui est passionné de ça. Ça va être absent s'il y a personne. Puis, tu sais, je veux pas relever ou amener sur la table le fameux débat culture versus sport, mais le sport, moi, je le trouve en tout cas pas mal toujours présent, que ça soit dans une école ou dans l'autre. On pourrait parler du sport dans les écoles. La culture, si elle a une place qui est grande, c'est un combat, on dirait, à chaque année. Il n'y a pas une habitude de l'avoir autant que le sport. Sinon, ça a été une habitude qui a été créée au fil de combats, justement, de membres de personnel passionnés. Tu sais. Et selon le personnel, justement, qui est présent, est-ce que tu ferais une parallèle avec les municipalités qui utilisent le loisir culturel comme élément marketing, élément de nature? Venez nous voir, voici l'offre qui s'offre à vous, en fait, pour les étudiants? Dans les municipalités, je ne sais pas à quel point le loisir culturel est utilisé pour vendre la municipalité. Là. Ça serait intéressant. Je pense que c'est plus une offre de spectacle, parfois qu'on va mettre de l'avant davantage dans une optique touristique, souvent. Donc, je pense pas que c'est tout à fait la même chose qu'une école qui va se développer un programme d'art-études, par exemple, où là, on est moins dans le parascolaire, mais quand même qui va essayer d'attirer par ça. La municipalité, on le voit moins. Puis il y a une grosse différence entre, vous l'avez probablement traité dans un autre épisode, mais le loisir culturel passif, où est-ce qu'on va s'asseoir dans une salle et on regarde quelque chose qui se passe à l'avant, puis le loisir culturel actif, où là, on prend part à la discipline, on se met les mains à la pâte. Les deux sont très différents. Puis la municipalité, souvent, va se vendre plus avec du loisir
culturel passif. Les écoles, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'est-ce que les jeunes peuvent faire dans l'école. Puis peut-être que, je sais pas, là, tu nous as dit qu'on pouvait passer la balle à d'autres, mais j'aimerais ça entendre peut-être Naïla, justement. Tu sais, ça ressemble à quoi dans ton école, toi? Quelle place elle a, le loisir culturel, dans juste ton école, tu sais? Ben moi, je pense que le loisir culturel n'occupe pas une assez grande place à mon école. Il y a beaucoup d'intervenants qui me proposent des projets, puis je suis vraiment reconnaissante. Mais en même temps, je trouve que le sport, c'est vraiment la chose la plus importante en ce moment à mon école. Puis je trouve que ça devrait changer parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui veulent être sur scène, mais des fois, on n'a pas le budget, puis on n'a pas les opportunités. Donc, je pense que ça devrait changer. C'est vrai que le sport prend beaucoup de place. C'est peut-être aussi parce qu'il y a une structure qui est différente, qui a été implantée graduellement. Il y a des porte-paroles qui sont différents aussi dans ces milieux-là. Est-ce qu'il faudrait se trouver un porte-parole pour aller chercher justement le drapeau de la culture, pour donner justement le goût aux gens de pratiquer la culture? Tu sais, l'esthétisme, c'est partout, dans les voitures, dans la conception à l'intérieur des maisons, dans les développements d'objets. C'est pas seulement les œuvres d'art, les musées, les spectacles et tout. Fait que je pense que si on réfléchissait à une façon d'organiser notre offre culturelle, ça serait peut-être une façon justement de diffuser davantage la culture et peut-être rivaliser un petit peu avec le sport ou de compléter le sport. Absolument. Kevin, par la suite, Jocelyn. Mais moi, je veux dire que la culture à l'école, tu sais, l'école est le reflet de la société. Donc, si on analyse un peu comment la culture s'intègre à la société en général, bien, ce qu'on voit dans les médias, c'est beaucoup de chaînes de sport, de chaînes en continu sur les Canadiens de Montréal. Le hockey est mis de l'avant. Donc, dans les écoles, c'est évident que le sport a une plus grande place. Puis, comme disait Jocelyn, ça prend des enseignants qui ont le goût de motiver les jeunes à découvrir autre chose que ce qu'on leur propose dans la société. Puis souvent, mais ça passe par l'école pour valoriser la culture après, plus tard, en consommation culturelle lorsqu'on est rendu un adulte. Donc, je pense que ça reflète beaucoup ce qu'on voit finalement dans la société. Jocelyn? Mais c'est absolument vrai que ça prend des champions, des championnes dans les écoles, mais au-delà de ça, je pense que, comme disait Chantal, ça va prendre une structure autour du loisir culturel qui est davantage forte. Ça a été une force du milieu du sport de bien se structurer, puis il y a des organisations dans le domaine du sport qui vont faire de l'initiation, de la découverte, du recrutement, qui sont bien organisées. Dans le milieu du loisir culturel, ces organisations-là, j'ai l'impression qu'elles sont soit moins fortes ou inexistantes. Une avenue peut-être à envisager, c'est la piste des organismes nationaux de loisirs culturels. Donc, c'est un programme du ministère de l'Éducation, mais en partenariat avec le ministère de la Culture pour les ONLC, finalement, où est-ce que c'est des organismes, des associations de membres qui vont offrir des services pour faire avancer leur discipline. Il y en a plusieurs au Québec, mais j'ai l'impression qu'elles sont mal connues. Donc, d'ouvrir le milieu, puis tantôt, on va parler de la possibilité d'ouvrir les écoles, dans le fond, avec le milieu, parce qu'il y a effectivement plusieurs acteurs qui peuvent venir nourrir les écoles. Mais avant, Nalia? Oui, dans le fond, on parle beaucoup des activités parascolaires comme le sport et ensuite les arts et la culture, mais il y a aussi les cours réguliers. Je trouve qu'on n'encourage pas assez le domaine des arts parce que, mettons, les mathématiques et les sciences sont très importants à l'école, mais pour des gens qui ne sont pas très doués en mathématiques et en sciences et qui désirent développer leur créativité, on n'a comme pas notre place. Donc, je pense que ce serait vraiment important de rendre le cours d'art au même niveau. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment dans ton école, justement, pour venir valoriser? Bien, c'est sûr que dans un cycle de 10 jours, on n'a vraiment pas beaucoup de cours de musique ou d'art plastique et tout. Aussi, ben, je trouve qu'il y a des élèves qui aiment juste vraiment pas ça parce que les cours sont pas assez palpitants. Donc, ça nous donne pas le goût d'aller en cours de musique. Mais si on avait plus d'opportunités, plus de professionnels qui venaient nous proposer des projets et tout, ce serait plus encourageant. Puis là, ça pourrait prendre une plus grande place. Puis on est moins dans le loisir quand on parle de la formation en tant que telle parce que ça devient obligatoire, mais on comprend qu'effectivement, ça a un impact parce que ça génère une passion pour ultimement par la suite aller vers ça. Jocelyn, puis par la suite Kevin. Oui, mais je suis tellement d'accord avec Naïla au sens où c'est vrai, tu sais, on dit, bon, le français, les mathématiques sont des matières importantes pour la suite de la vie, mais il y a tellement de compétences transversales
des soft skills, là, qu'on pourrait dire, qui sont développés quand on pratique des activités de nature artistique ou culturelle, que ça peut être vraiment une belle chose de le développer à l'école secondaire, au cégep, à l'université. Puis ça reste que si tu le vois dans ton programme régulier scolaire, ben tu vas t'intéresser nécessairement à ça et ça va te mener après, par passion, vers le loisir culturel lui-même. Puis tantôt, on parlait dans les autres épisodes aussi que les passionnés amènent des passionnés. Donc, dans un certain sens, le débutant est aussi important que le professionnel parce que c'est le cycle qui recommence. Kevin? Mais j'étais d'accord avec Naila que la culture peut être utilisée pour enseigner n'importe quoi. Je vous donne une expérience vécue. J'ai fait un stage en Belgique à l'école de Crolly, une école secondaire à Bruxelles, qui est une école à pédagogie active, où l'objectif premier de la pédagogie, c'est de décloisonner l'enseignement des murs de l'école, alors de faire sortir l'enseignement des murs. Puis quand ils faisaient une sortie au musée, par exemple, ils utilisaient les descriptifs d'exposition pour faire des dictées plus tard. Ils prenaient au plafond la géométrie du plafond pour calculer l'air, la surface. S'il y avait une thématique scientifique à travers une œuvre, on allait l'étudier plus tard dans le cours de sciences. Donc, il y a possibilité d'utiliser la culture pour tout. Puis c'est vrai que ça prend une volonté, puis ça prend des maîtres qui ont envie de passer par là, puis de décloisonner la culture. Puis j'ai le goût de raconter aussi une anecdote qui est arrivée à ma copine au secondaire, qui était dans un programme d'art et métiers de la scène, donc en théâtre. Elle était dans un groupe très turbulent, disons-le comme ça. En éducation physique, aucun sport ne fonctionnait pour le groupe. Le professeur essayait tant bien que mal de faire participer les élèves et ils ont fini par faire la chorégraphie de Michael Jackson pendant 6 cours différents, mais c'était la seule façon que le professeur avait trouvé pour les faire bouger. Donc, vous voyez que c'est possible d'utiliser la culture, puis surtout de valoriser les étudiants qui, pour eux, leur intelligence n'est pas kinesthésique, n'est pas à travers le sport, mais à travers la créativité. Donc, ces étudiants-là et ces élèves-là sont aussi importants que ceux qui ont les capacités et les muscles. Ouais, moi, je trouve que ça a un peu diminué parce que quand j'étais au primaire, j'étais dans un programme privé de musique. Fait qu'on faisait des spectacles à chaque fin de semaine, on faisait des messes. Fait que là, j'ai vraiment eu le goût de devenir artiste puis d'être sur scène. Mais quand je suis venue au secondaire, c'est sûr que j'avais des opportunités, mais c'était moins encouragé aussi parce que quand on est adolescent, on se fait plus juger par les autres autour de nous. Puis il y a des gens qui trouvent que c'est pas cool d'être artiste. Je sais pas pourquoi, là. Mais ouais, j'ai souvent participé à des projets qui avaient pas assez de monde. Des fois, on pouvait juste pas faire un spectacle parce qu'on n'avait pas de scénographe, on n'avait pas assez de gars. Donc, c'est ça. Je pense que encore une fois, avec le sport, là, tout le monde va vers le sport puis il trouve que c'est nul, c'est pas cool, les arts et la culture, mais... Ça revient à ce que tu disais aussi tantôt, de valoriser la culture, mais de valoriser aussi les étudiants qui en font, ultimement. Oui, c'est ça. Jocelyn, toi, de ton côté? Oui, c'est une question de ressources, là, au final, qui sont mises par l'école, dans le sens où, Naila, tu disais, il manque du monde pour des projets, c'est peut-être parce que c'est pas intéressant de faire l'activité dans les conditions où on l'a fait, ou on n'a pas une personne qui anime l'activité qui est la meilleure pour le faire, ou parce qu'on a un fonds qui est dérisoire pour la payer, cette personne-là. Je parle de mon expérience du milieu de l'improvisation. Quand tu es payé 800$ pour ton année, qu'il faut que tu viennes sur des heures de midi de semaine, c'est vraiment difficile d'avoir une personne qui est professionnelle dans ce qu'elle fait. Donc, je serais curieux de comparer les salaires, justement, du coach d'improvisation avec le coach de football, que son club, lui, en plus, il reçoit du matériel à pu finir pour le... Bon, là, j'ai l'air d'antagoniser le sport, là, mais... Non, mais en fait, je pense que la comparaison se fait très bien parce qu'on le vit aussi dans les écoles. Fait que c'est un peu naturel de le faire. Naila? Oui, moi, à mon école, le coach de football, c'est aussi le coach d'improvisation. Puis c'est ça, j'ai remarqué que... je sais, tu vas à quelle école maintenant? Oui. Oui, donc c'est ça, il met beaucoup d'efforts dans le domaine de l'improvisation, mais je sais qu'il y a plus de budget pour les sports. Puis aussi, j'ai beaucoup d'amis qui font de l'improvisation, ils ont l'air d'être vraiment très passionnés par ça. Donc, je trouve que c'est super important comme activité, puis les professeurs devraient être payés plus
pour qu'on puisse avancer. Mais tu sais, c'est ça, c'est drôle parce que ça a pris un coach de football pour les convaincre que l'impro, c'était le fun en culture. Tu sais, c'est drôle. Chantal? Ben, moi, je voyais le côté collectif qui semblait quand même bien s'en sortir. Tu sais, le côté improvisation permet des équipes, le côté sportif permet des équipes. Est-ce que les solitaires là-dedans, c'est les jeunes qui vont faire la pratique du loisir culturel, mais en mode individuel, tu sais, en chanson, peut-être en musique, tu sais, qui sont moins une équipe? Est-ce qu'ils sont moins supportés? C'est peut-être ça aussi une des pistes à aborder. Kevin, puis par la suite, Jocelyn. Moi, je veux vraiment rebondir sur ce que Naila a dit parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le rapport à l'autre est super important et plus présent, ne serait-ce que par les réseaux sociaux, le fait qu'on se compare beaucoup, beaucoup aux autres. Donc, est-ce qu'il y a une dévalorisation au sein même des jeunes de la culture ou de certaines activités culturelles? Est-ce que c'est encore tendance de faire du ballet quand on est jeune ou est-ce qu'il y a un type d'art qui est plus du tout soutenu ou je sais pas? Donc, ça serait j'ai pas de réponse, mais ce serait vraiment intéressant de faire le comparatif avec les années antérieures. Jocelyn? Oui, moi, je veux rebondir sur ce que Chantal a dit tout à l'heure, dans le sens où on revient avec la question des structures. Je parle beaucoup des arts, là, parce que pour moi, le loisir culturel, quand on en parle, ça rime beaucoup avec les arts, là. Mais il y a beaucoup d'arts qui sont orphelins, justement, de structures qui vont l'encadrer. Pour les arts de la scène, on est chanceux. Il y a tout le programme secondaire en spectacle qui est présent puis qui permet de se valoriser d'une autre manière que justement avec le modèle équipe, compétition, tu sais, qui est présent dans l'improvisation dont tu parlais tout à l'heure, Chantal, puis qui est vendeur aussi, malgré qu'il y a des régions, tu sais, où ça lève pas l'improvisation parce qu'ils n'ont pas la chance, comme la capitale nationale, d'avoir une ligue régionale qui vient motiver les jeunes finalement à se dépasser dans cette activité-là. Fait que après ça, quand tu es dans les arts de la scène, c'est sûr que le programme secondaire en spectacle, il offre une formule, bon, elle est compétitive au départ régionalement, mais ensuite, tu sais, il y a tout un aspect inclusif, puis mais après ça, quand tu tombes dans les arts visuels, les pratiques hybrides, les pratiques multidisciplinaires, effectivement, est-ce qu'il manque pas une structure pour venir encadrer ça, pour que les jeunes, ben, ils sentent qu'ils s'inscrivent dans un mouvement, là, parce que tu veux pas être tout seul dans ton coin à faire ce que tu fais, là, j'ai l'impression. Juste avant de donner la parole à Naila puis par la suite à Chantal, est-ce que tu crois de où doit venir la structure? Est-ce que c'est les instances scolaires qui devraient mettre? Est-ce que c'est le milieu qui devrait être un peu plus inclus dans les écoles? Est-ce que ça devrait même venir du ministère? Selon toi, ça vient de où, cette fameuse structure-là? Mon humble avis là-dessus, c'est que ça devrait venir des ministères, au sens où ça se passe dans les écoles. Donc, c'est de leur ressort de rendre ça vivant, puis de s'assurer qu'il y a un environnement qui permet à des projets d'éclore, puis à des jeunes de s'accomplir dans ces disciplines-là. Le parascolaire, là, j'ai l'impression qu'on va en parler tout à l'heure, Frédéric, mais c'est presque aussi important que le scolaire là, à l'école pour les jeunes. Là. Assurément. Le pouvoir de l'informel, si on peut le dire avec des grandes guillemets. Naila, puis par la suite, Chantal. Oui, je voudrais rebondir sur ce que Kevin a dit. Moi, des fois, à l'école, des professeurs nous amènent au théâtre, puis moi, je trouve ça super intéressant, mais je sais que je suis la seule personne qui a hâte d'aller au théâtre. Je trouve ça vraiment bizarre parce que c'est tellement des belles pièces de théâtre. En plus, c'est professionnel, au Trident, là, c'est quelque chose. Là, on a une chance. En plus, c'est gratuit, c'est offert par l'école. Puis il y a des élèves, ils font juste s'endormir dans les pièces de théâtre. Ils sont pas capables d'apprécier les artistes sur scène. En plus, il y a souvent un rapport à ce qu'on est en train d'étudier, mettons, dans le cours de français ou d'histoire. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Puis j'aimerais ça que les élèves soient plus ouverts au théâtre. Est-ce que tu trouves, j'ai juste le mot tabou, là, mais est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose de quand on va là, c'est comme c'est pas cool d'aimer qu'est-ce qu'on voit présentement. Est-ce que tu le sens, ça? Oui, je le sens définitivement, puis je sais vraiment pas pourquoi. J'essaie de comprendre ça vient d'où cette haine envers la pièce de théâtre devant nous. C'est juste que les gens trouvent ça long et plate, mais je pense que c'est parce qu'ils sont jamais allés au théâtre auparavant, puis ils sont pas ouverts à avoir des nouvelles choses. Donc, c'est ça. Je trouve que peut-être au primaire, on devrait initier les élèves à ça parce qu'après, au secondaire, ils ont déjà décidé que c'est pas pour eux. Puis...
Ben, même au niveau des médias, comme on parlait aussi, de donner une place un petit peu plus au niveau de, ben, je vais dire la culture, mais au niveau des loisirs culturels. Chantal puis Kevin par la suite. Ben, Jocelyn et puis Naïla, vous avez vraiment mis la place en avant-plan là, de toute la préparation, la planification des expériences culturelles qui doit être peut-être travaillée davantage. Puis, secondaire en spectacle, moi, ça me fait tellement penser que, oui, il n'y a pas de structure, mais de leur donner la chance de se découvrir, de découvrir qu'ils sont peut-être bons en humour, de leur donner cette chance-là, qu'ils sont capables d'interpréter une pièce qu'ils sont en train de faire en musique, puis d'aller la présenter devant les gens, mais aussi de l'ouvrir sur la communauté. Ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment gagnant. Mais ce qui est un petit peu le tordu lorsqu'on arrive à l'adolescence, bien, c'est toujours de dire non, moi, je veux pas aimer ce que les gens nous obligent d'aimer. Tu sais, tu sais, la fameuse pièce de théâtre, dans l'intention du prof, là, je me remets dans mes souliers d'enseignante, puis je sais que j'avais le goût de bien préparer ça, mais c'est pas tout le monde. C'est comme la règle de grammaire que j'enseignais. Toi, peut-être que ça faisait rien allusion dans ta tête, mais l'autre élève qui s'était endormi à la pièce de théâtre, ça va peut-être l'allumer. Ça, c'est encore embêtant, mais je pense que ce qu'il faut donner, c'est le prétexte de s'ouvrir à la culture, de s'ouvrir aux expériences. Moi, j'ai toujours Daniel Pénac en tête. Là, c'est un écrivain vraiment important pour moi. Tu as le droit de ne pas aimer, tu as le droit d'arrêter d'aimer, tu as le droit aussi... tu as plein de droits, mais il faut que tu aies ces occasions-là pour avoir le bénéfice de ces droits-là. Créer les opportunités des fois aussi, parce que c'est un peu, on fait référence à l'algorithme Facebook qui va te montrer ce que tu aimes et qui va arrêter uniquement ce que tu aimes, et donc tu ne développeras pas forcément d'autres intérêts. Ma métaphore est douteuse, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Kevin? C'est vrai, quand tu es au secondaire, tu es rebelle à ce qui est nouveau un peu. Là. C'est comme ça. Quand on n'a jamais vu, des fois, c'est difficile à comprendre. On n'a pas les clés non plus. On ne s'est pas fait expliquer tant que ça. Puis, on a parlé du rôle des enseignants, on a parlé du rôle du ministère, mais mettons-nous quand même à la place d'un enseignant qui doit amener ses élèves au théâtre, peut-être à un spectacle de danse contemporaine, qui n'a pas, lui non plus, tant que ça, les clés là, pour comprendre le spectacle. Moi, j'ai déjà vu des professeurs du primaire, sans les juger, là, mais qui choisissaient des spectacles en fonction de leur titre, parce qu'ils n'aimaient pas un titre, ils décidaient de ne pas aller voir le spectacle. Donc, tu sais, des fois, on part de loin là, dans la façon dont on choisit. Mais donc, moi, je veux appuyer le fait que les organismes aussi ont un rôle à jouer. Moi, je suis co-directeur d'un organisme de création. Puis moi, je valorise l'ouverture de mes portes aux jeunes pour... Par exemple, je fais des répétitions publiques dans des écoles secondaires où je leur montre juste comment on construit un spectacle. Je vais parler d'enjeux qui touchent directement les jeunes. Il y a des super de beaux projets avec d'autres compagnies de création. Je pense au Théâtre Bluff, au projet Le Scriptarium qui demande aux jeunes de s'impliquer aussi dans la création. Donc, quand les organismes aussi essaient de créer du sens avec les jeunes, ne serait-ce que même avec le Trident, une compagnie de théâtre qui peut parfois faire du théâtre classique ou de répertoire, ne serait-ce que d'avoir les comédiens qui puissent se rendre des fois c'est pas toujours possible, là, mais s'ils peuvent se rendre en salle de classe, expliquer leur métier, déjà tu crées un lien, puis tu as envie, les jeunes ont plus envie après ça ils trouvent ça moins plate. Là, aller dans les milieux de vie, effectivement, où est-ce qu'ils sont les jeunes. Puis, dans ton expérience, est-ce que c'est difficile de rentrer dans une école comme organisme communautaire? Ben, en ce sens que, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a aucun artiste qui va le faire bénévolement. Les budgets ne sont pas toujours faramineux non plus pour avoir des artistes à l'école. Mais quand on le fait, il y a toujours une ouverture. Il y a toujours une ouverture il n'y a aucun enseignant qui va dire non, c'est pas vrai, viens pas me voir. Là. Les enseignants sont ouverts quand c'est possible, quand il y a des projets qui s'y prêtent. Puis, les élèves, même si au départ sont réticents, c'est sûr qu'ils vont au moins être intrigués. Mm-hmm. Ne serait-ce que juste stimuler la curiosité, déjà, on a un pas de fait. Chantal? Bien, j'allais compléter sur l'offre là, qu'on a avec le soutien financier des ministères de l'Éducation et de la Communication et Culture. Il y a une offre qui est là. Oui, des fois, c'est le titre qui fait balancer un petit peu sur les choix, mais cette offre-là nous permet, entre autres, d'accueillir dans nos murs des perles culturelles, des beaux contacts aussi culturels, des découvertes. Puis, tu sais, des fois, moi, je suis dans un milieu un petit peu plus rural,
plus loin des métropoles aussi, puis de l'activité plus culturelle active, bien, c'est sûr que ces moments-là sont appropriés parce que des fois, c'est le premier contact qu'ils vont avoir avec une troupe de théâtre, le premier contact qu'ils vont avoir avec un BDiste ou bien avec un écrivain, puis d'avoir la chance d'avoir des échanges avec cette personne-là. Peut-être papa-maman n'a pas l'occasion, avec l'horaire et toute la poutine qui va autour de ça, de pouvoir faire cet accompagnement-là. Je vais donner la parole à Nalia, puis par la suite, Kevin. Oui, c'est juste parce que Chantal, elle a parlé des parents. Donc, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille très musicale. Donc, c'est sûr que ça m'a beaucoup encouragée, mais je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment un désir, ils veulent être sur scène, mais leurs parents sont pas d'accord, c'est pas ça qu'ils veulent. Des fois, il y a des parents qui sont pas tellement ouverts d'esprit, ils ont vraiment choisi le futur de leur enfant. Donc, ils veulent que leur enfant devienne docteur, puis ils trouvent qu'être chanteur, c'est pas un vrai métier. Donc, c'est sûr que ça peut être vraiment difficile pour un élève de secondaire. Donc, c'est pour ça que les professeurs et les intervenants dans les écoles sont super importants parce qu'eux, ils peuvent vraiment changer la perspective de l'élève et l'aider à devenir quelque chose, devenir un artiste, là, si c'est ça qu'ils veulent. Oui, puis des fois, même ça va plus loin que l'artiste. Là, se créer une confiance quand tu es sur scène, il y a une énergie qu'il faut que tu aies, une confiance, une façon de parler devant les gens, une façon de projeter sa voix. Donc, au-delà, effectivement, d'être capable de faire une pièce de théâtre, il y a une panoplie de choses qui vient s'imbriquer à travers tout ça. Kevin, puis par la suite, je vous amène ailleurs. Okay. Moi, je veux rebondir sur le commentaire de Naila parce que c'est vrai que la société a un rôle à jouer, puis moi, je vais vous raconter ce qui existe encore aujourd'hui. Il y a quelques années seulement, j'étais dans une école, il y a une enseignante qui m'a dit qu'elle avait de la difficulté à faire danser ses garçons parce que des parents, des pères arrivaient et disaient à l'enseignante « Mon enfant ne dansera pas. » Pour des raisons que vous connaissez, j'imagine. Donc, ça existe encore aujourd'hui. Alors, vous voyez comment il y a du travail à faire au niveau de la valorisation de la culture. Puis, l'exemple concret que je voulais donner sur les organismes, mais sur un artiste aussi, comment il peut faire une différence, pensez à David Goudreau. Il y a quelques années, le slam, la poésie, est-ce qu'il y avait quelque chose de plus monotone et plate que la poésie, que moi j'aime beaucoup par ailleurs, mais David Goudreau, en arrivant, en parlant directement aux ados, en valorisant la poésie auprès d'eux, il a créé tout un mouvement qui fait que les soirées de slam, je ne sais pas dans vos régions, mais moi chez nous, ça a pris de l'ampleur. Il y a un intérêt pour la poésie qui s'est renouvelé, puis c'est un artiste et l'ensemble de la communauté qui a fait la différence, donc c'est un exemple concret. J'ai fait ça du slam, moi, grâce à ça. Oh. Grâce à... Finaliste du Bas-Saint-Laurent 2020. Oh! Wow. C'est démocratisé, en fait, la culture, c'est ça. Justement, on voit bien l'importance et la pertinence de la culture, des loisirs culturels au sein des institutions scolaires. Par contre, est-ce que vous sentez qu'il y a une variation dans l'importance de la culture ou même du loisir culturel selon le grade scolaire? C'est-à-dire est-ce que vous voyez qu'il y a une pertinence plus grande au primaire, au secondaire, au cégep ou même à l'université? Ou si, dans tous les niveaux, c'est la même pertinence? J'ai pas de preuves à l'appui, mais j'ai l'impression que c'est autant important à chacun des niveaux, simplement pour des raisons différentes. Si je pense à mon expérience avec l'improvisation, aller en faire au primaire, c'est vraiment pas du tout la même expérience qu'au secondaire, qu'au cégep. Le cégep et l'université, ça se ressemble un petit peu plus, mais c'est des expériences qui sont vraiment, vraiment différentes. Au primaire, là, c'était peut-être mon approche personnelle, là. Je suis pas un formateur professionnel là-dedans non plus, mais c'est beaucoup le jeu, ouvrir à essayer des nouvelles choses qui sont importantes. Le but, c'est de s'amuser, c'est qu'ils aiment ça, puis que ça les intrigue d'aller plus loin. Au secondaire, je vais parler encore une fois de ma propre expérience, mais il y avait d'abord tout l'aspect de groupe, là, être avec des gens qui nous ressemblent, trouver les siens, là, trouver le groupe avec qui on est à l'aise à l'école secondaire, là, c'est déjà un exploit. Puis il y a tout aussi découvrir qu'on peut être bon dans cette discipline-là artistique. C'est là que ça commence, j'ai l'impression. Cégep, université, il faut être prudent. Dans le milieu de l'impro, là, en tout cas, on en a parlé récemment en 2020 dans les médias,
Mais il y a toutes sortes de problèmes reliés aux violences à caractère sexuel, entre autres, ou toutes ces choses-là. Donc, il faut qu'il y ait un bon encadrement, mais ça peut vraiment être positif parce que c'est là que la transition entre c'est un loisir culturel et non, ça devient quelque chose que je vais faire toute ma vie, peut-être même dans un cadre professionnel. C'est là que ça va se développer, j'ai l'impression. Donc, c'est 3 étapes différentes. Puis ça va nous apporter des choses différentes à chaque niveau. C'est mon expérience de la chose, en tout cas. Naila, Chantal, puis Kevin. Ben moi, je suis vraiment d'accord avec ce que Jocelyn dit parce que, à mon avis, au primaire et au secondaire, le talent, c'est pas si important que ça. Je pense que c'est juste vraiment d'essayer des nouvelles choses aussi. Il y a des gens, surtout en 2022, qui ont beaucoup d'anxiété sociale. Donc, faire des activités comme ça nous pousse à sortir de notre zone de confort et ça peut rester avec nous pour le reste de notre vie, là, honnêtement. Mais là, quand on arrive au cégep, puis on s'en va dans le domaine des arts et de la culture, c'est parce qu'on veut faire ça pour le reste de notre vie. Puis c'est ça, là, il faut être plus prudent. Je sais que mon frère, lui, il est au cégep, puis il est au conservatoire. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile parce que c'est quand même un métier instable. Moi, personnellement, je veux comme de la sécurité, donc je vais pas m'en aller dans ce domaine-là. Mais c'est ça. Au cégep, il faut juste vraiment être conscient du fait que ça va pas toujours bien aller. Mais l'important, c'est juste comme de faire ce qu'on aime et c'est pour ça que c'est différent entre primaire, secondaire et cégep. Oui, puis cégep et université aussi, c'est-à-dire que ça peut demeurer un loisir sans dire que je m'en vais me pitcher là-dedans pour le restant de mes jours. Il y a quelque chose d'intéressant à ce que ça reste un loisir. Chantal puis Kevin. Bien, ce que Jocelyn, tu illustrais tout à l'heure, là, c'est tout le continuum du développement du loisir culturel. Il est vraiment comme tu l'as illustré, là, où on va jouer, où on va faire découvrir chez l'élève du primaire, où on va venir chercher l'esprit de gang au niveau du secondaire. Tu sais, le loisir culturel, moi, je l'ai vécu un petit peu comme ça. J'ai commencé en musique, tu sais, même si j'ai enseigné le français, j'ai commencé en musique lorsque j'étais au primaire, par curiosité, puis parce que j'avais des amis qui le faisaient. Puis rendu au secondaire, ben j'étais dans la gang de l'harmonie, tu sais, j'étais contente de côtoyer d'autres instrumentistes, et puis j'en fais encore de la musique, là, puis ça fait 40 ans que j'ai fini mon secondaire, puis j'ai encore cette passion-là. Fait que je trouve que c'est vraiment important que les jeunes, dès le primaire, aient des occasions de toucher à toute forme d'art pour être capable de voir qu'est-ce qu'il y a comme possibilité. Par la suite, au secondaire, bien, ils pourront faire certains choix, bien accompagnés, bien entendu, là, d'enseignants ou d'intervenants qui ont une passion en lien avec les loisirs culturels. Puis par la suite, bien, c'est de voir qu'il y a des opportunités dans la communauté aussi pour pouvoir poursuivre son loisir culturel tout en étant professionnel dans un autre domaine. Mais ça se jumelle, ça, dans nos vies professionnelles, notre loisir culturel. Puis je pense qu'il y a aussi, faut que les enseignants, ou du moins les intervenants qui sont dans le milieu scolaire, qui voient les élèves arriver, sachent que c'est pas tout le monde qui arrive avec le même parcours. Donc, au niveau du primaire, j'ai peut-être déjà débuté, j'ai peut-être déjà découvert. Donc, moi, je suis rendu effectivement là. Mais il y en a qui arrivent et qui ils savent même pas c'est quoi de l'improvisation. Ils savent pas c'est quoi d'être devant une scène. Donc, effectivement, je trouve que l'aspect primaire, secondaire au niveau de la découverte est très intéressant. Kevin? Moi, je vais apporter une réalité bien actuelle, technique et ennuyante, c'est le temps. Donc, de plus en plus, les jeunes travaillent. J'étais à l'intercollégial, au dernier intercollégial de théâtre, puis on était avec des metteurs en scène et on constatait qu'il y avait un désengagement de la population étudiante au sein du théâtre, mais des activités socioculturelles en général. Parce que les jeunes travaillent de plus en plus. Il y a des régions où on offre des emplois étudiants plus payants que ceux qu'on avait à l'époque, vraiment plus payants. Donc, c'est bien plus intéressant d'aller travailler, déjà se mettre sur le marché du travail, que d'aller faire un cours de théâtre en parascolaire. Mais même au sein des familles aussi, les familles sont de plus en plus occupées. Les deux parents travaillent maintenant, doivent conjuguer avec toutes sortes d'activités aussi et d'obligations. Donc, puis même à l'université aussi, maintenant, les frais de scolarité ont monté, donc ça laisse un peu moins de place aux activités, malheureusement, de loisirs culturels. Très pertinent. Jocelyn?
Oui, je vais revenir sur ta question qui était est-ce que c'est important à un niveau plus qu'à un autre? Puis Chantal tout à l'heure disait j'ai commencé la musique, je me suis fait inviter par un ami, une amie. Ça, c'est une histoire que j'entends tout le temps. Quand je fais de la recherche, j'ai fait beaucoup de recherches sur le milieu de l'improvisation. Puis c'est au secondaire, c'est ça qu'on entend. J'ai découvert l'activité, j'ai un ami qui m'a invité. Puis c'est important, les activités culturelles, parce que justement, ça forme des amitiés qui vont durer au moins tout le long de ton secondaire. Puis on en a besoin de ces amitiés-là pour passer à travers son secondaire, là, on va se le dire. Mais donc, ça joue un rôle important. Tandis que tu fais une activité de loisir culturel au primaire, ça va souvent être un peu plus encadré par l'école. Tu vas découvrir quelque chose par le biais d'un intervenant. Au secondaire, c'est vraiment ça l'histoire que j'entends. Puis, je dirais qu'au niveau du cégep, ça change peut-être un petit peu comme façon d'aborder la pratique. On dirait que rendu là, il y a beaucoup de jeunes, ils vont faire le choix. Mm-hmm. Ils vont même choisir leur cégep parce que telle équipe d'impro est forte à cet endroit-là ou telle harmonie, elle gagne des prix. Ou il y a une troupe de théâtre qui a présenté quoi d'incroyable l'année dernière, tu sais. Fait qu'on voit vraiment la différence, puis ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais. Primaire, c'est important pour la découverte. Secondaire, c'est important pour l'amitié. Puis cégep, c'est important parce que là, tu commences à t'enligner dans la vie, puis tu prends les choses en main. Tu fais ce choix-là de continuer dans cette activité, tu sais. Naila? Oui, bien, je voudrais revenir sur ce que Kevin a dit à propos du temps. Donc, on s'entend qu'à l'école, ben, il y a beaucoup de devoirs. Donc, ça donne pas beaucoup de temps pour vraiment se concentrer sur les choses qu'on aime, ben, comme les arts. Parce que moi, ben, je vais partager quelque chose. En 4e année, j'ai habité en Colombie-Britannique. Puis là-bas, dans les écoles, les professeurs donnent pas de devoirs. C'est vraiment cool. Donc là, je me souviens, ben, je rentrais à la maison, puis j'avais des heures et des heures devant moi. Je pouvais lire, je pouvais pratiquer mon violon, me coucher tôt. Donc, c'était vraiment très agréable. Mais là, je remarque ces jours-ci que j'ai vraiment pas le temps de pratiquer mon instrument. Puis honnêtement, ça me fait un peu de la peine là, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Mais je dois faire des devoirs tout le temps. Puis en plus des obligations qu'on parlait tantôt, tu as peut-être des amis qui ont déjà des travails. Oui, mais moi aussi, j'ai un travail. Donc, c'est sûr que la fin de semaine, là, je vais pas m'en aller écrire des tunes. Là. Je vais aller travailler dans une épicerie. Ouais. Tu peux les écrire, mais mentalement. Oui, bien, honnêtement, des fois, je m'en vais marcher puis j'écris des tunes dans ma tête parce que c'est le seul moment dans la journée que j'ai vraiment le temps d'être créative. Même chose, quand je me promène sur la rue, j'improvise tout seul, tout haut. Non. Y a-tu du monde qui rit alentour? Il embarque. OK. Chantal? C'est un bon terme, le temps. Pour vrai, là, puis se donner le temps, tu sais, on voit beaucoup, on va revenir sur la structure, en réalité, des équipes sportives, ils ont le temps de faire des pratiques. Tu sais, au hockey, ils vont avoir une pratique hebdomadaire, ils vont avoir une saison et tout. Moi, comme musicienne, ben ma saison, c'est mes concerts 2 fois dans l'année, un concert l'été, mais tu sais, c'est une pratique autonome. Il n'y a pas une structure qui va dire, ben tu es obligé de pratiquer tous les mercredis, à moins que tu fasses partie d'un ensemble, bien entendu, mais tu sais, la pratique individuelle est moins structurée que le joueur de hockey, par exemple, qui va avoir son moment pour développer ses drills de virage brusque, d'attaque au porteur. J'ai de l'air à connaître ça. Hein? Ça, oui, c'est tous des bons termes, c'est parfait. J'étais impliquée aussi dans le sport pour ça. Puis moi, je vois vraiment que l'artiste, l'écrivain, le musicien, c'est comme un sportif. Il faut lui donner ses chances de développer ses aptitudes, d'explorer aussi ses procédés, puis d'être capable de choisir les bons gestes qui vont servir dans son écriture, qui vont servir dans son interprétation. C'est important de leur donner ce temps-là, puis de reconnaître ce temps-là. Puis ça vient faire quasiment du pouce aussi sur la rémunération des artistes. C'est pas aussi reconnu que le sportif non plus. Tu sais, il y a toute une valorisation derrière ces 2 acteurs-là. Puis tantôt, on va ajouter la composante du virtuel à tout ça, mais Kevin avant. Non, mais je voulais faire un commentaire philosophique sur le temps. C'est que j'ai l'impression qu'on est dans une société aussi où tout va trop vite, où on doit remplir chacun des trous de notre vie. Puis je pense que
Moi, je l'ai constaté en enseignant le théâtre. Là, tu sais, c'est difficile de faire des fois des exercices où on a un 20 minutes de silence à prendre sur nous, prendre le temps de penser à quelque chose en particulier. L'écriture, c'est la même chose. L'écriture, c'est prendre le temps de réfléchir. Il y a un écrivain qui disait que c'était 90% de regard dans le vide, l'écriture, parce que c'est prendre le temps de... Alors, le fait de prendre son temps, je pense que la culture peut enseigner ça aussi. Tu sais, le loisir culturel peut enseigner aux jeunes de prendre le temps de se laisser imprégner par la vie, puis de pas seulement essayer d'être dans le paraître continuellement, puis que nos vies soient les plus actives possibles. Dans ce cas-là, quelles opportunités les écoles devraient prendre pour favoriser le développement du loisir culturel au sein de leur institution? Jocelyn? C'est peut-être une réalité un peu plus régionale, des régions moins centrales, éloignées, périphériques. Mais les centres de services scolaires ou les écoles, peut-être faire un inventaire des ressources culturelles qu'ils ont autour d'elles, des organismes comme le tien, Kevin, des troupes de théâtre amateurs, parce que c'est sûr qu'ils n'ont pas nécessairement la chance d'avoir des artistes professionnels ou les professionnels qui font ça à temps plein, mais il y a beaucoup de qualité dans l'amateur, puis il y a des gens passionnés qui peuvent venir dans les écoles. Donc, de faire ce répertoire-là des ressources qu'elles ont autour d'elles, les écoles, je pense que ça peut être extrêmement bénéfique parce qu'on en parlait un petit peu avant qu'on commence l'enregistrement, mais c'est difficile des fois pour une école de mobiliser des autobus, se déplacer jusqu'à Montréal, jusqu'à Québec pour voir des troupes de théâtre professionnelles pour le faire. Toi, Naïla, tu as la chance de rester dans une région où il y en a, mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis même des fois, juste dans sa propre région, c'est compliqué de se déplacer un peu plus loin si on n'est pas une ville-centre ou quoi que ce soit. Fait que je pense d'avoir un lien avec les ressources qui sont proches de soi, c'est quelque chose à faire. Puis à ce titre-là, je pense que les unités régionales de loisirs et de sport peuvent aider parce qu'une de leurs premières actions en loisirs culturels, ça a été de faire un répertoire régional des ressources culturelles dans leur région. On invite d'ailleurs tous ceux et celles qui travaillent en loisirs culturels à aller le consulter. Chantal, puis par la suite Kevin. Mais j'adore vraiment vos deux interventions, Kevin et puis Jocelyn. D'abord, pour ce qui est peut-être de la formation à l'intérieur des murs de l'école, c'est sûr qu'il y a un grand rôle à faire du plan des enseignants. Moi, dans mon rôle de conseillère pédagogique, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est souvent la matière qui nous demande. Ça, c'est un petit peu comme le stagiaire qui va avoir à gérer la classe. Bien, il ne gérera pas la classe parce qu'il va se contenter du contenu. Mm-hmm. Mais là, la classe, ça va bien. Le contenu, ça va, mais on ne va pas chercher le côté culturel, là, puis d'aller chercher ces repères-là. Mais c'est souhaité dans le programme de formation de l'École québécoise, puis dans l'être professionnel de l'enseignant aussi. Puis Jocelyn, ton intervention me fait penser à... Moi, je fais aussi partie du comité culturel de mon centre de service. Et dans le plan d'action, c'est notre souhait le plus cher de mettre de l'avant tout le répertoire de l'offre culturelle. On a des partenaires autour de la table, nous, dans notre comité culturel, l'URLS, entre autres, Culture Shawinigan, Culture Mauricie, différents diffuseurs qui viennent nous alimenter justement pour l'offre qui est dans la communauté, bien entendu. Puis, en même temps, bien, autour de cette table-là, il y a des enseignants du primaire, du secondaire, il y a des directions du primaire et du secondaire, puis il y a des élèves du primaire et du secondaire qui entendent ça. Donc, eux autres, ils deviennent des porte-parole dans leur milieu. Puis là, ce qu'on souhaite cette année développer davantage, c'est des porteurs culturels dans les différentes écoles. Tu sais, faire un réseau. Des ambassadeurs? Mettons. OK, ouais. Très intéressant. Kevin? Moi, je vais aller plus loin parce que, Frédéric, tu parlais d'opportunités. Moi, je vais même dire que les écoles ont parfois des responsabilités au sein de leur milieu. Surtout dans les régions éloignées, mais dans les milieux tout petits où l'offre culturelle est plus restreinte. Parfois, ça fait vraiment une différence pour un organisme d'avoir un contact avec une école, d'avoir des contrats qui viennent avec l'école, puis que l'école s'ouvre à ce milieu-là. Je donne un exemple très, très concret. Chez moi, il y a un diffuseur qui existe depuis début des années 2000, qui a constaté que dans ces années-là, il y avait pas beaucoup d'offres théâtrales pour la jeunesse en provenance de Québec et de Montréal. Donc, les
grandes pièces de théâtre jeunesse faisaient le tour de partout à travers le Québec, mais ne venaient pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il s'est donné comme mission de faire venir, et maintenant, c'est un grand diffuseur qui, chaque année, en présente 5 à 6 en provenance des grands centres. Et imaginez que du jour au lendemain, les écoles décident de ne plus y aller voir ce diffuseur-là. Il y a une perte de revenus, il y a une perte d'offres qui va s'engendrer. Donc, il y a aussi une responsabilité pour les écoles de dire, je vais encourager mon milieu, je vais encourager les artistes de chez moi, puis peut-être que quand j'encourage cet artiste-là, ça lui donne assez de revenus ou une chance de créer une autre œuvre qui va m'être utile aussi. Donc, c'est une opportunité aussi à saisir. En encourageant les artistes, on leur permet de revenir et de faire participer nos élèves, finalement. C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Nous souhaitons remercier nos invités, Jocelyn Garneau, Naila Allaire, Kevin Girard, Chantal Mélençon. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous invitons à écouter le prochain épisode qui portera sur l'accessibilité du loisir culturel. À la prochaine! Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.